Je vais vous présenter un projet de recherche centré sur les droits médico-sociaux dans les maladies visuelles et auditives. Et donc je le fais en association avec Jérôme Surut, qui est ingénieur-chercheur, lui-même déficient visuel, et l'équipe de Montpellier, le professeur Meunier pour la partie ophtalmo et le docteur Blanchet pour la partie ORL surdité. Donc, quand on fait un diagnostic de maladie rare en ophtalmo ou en ORL, ou dans les maladies qui touchent les deux, comme le syndrome de Usher, alors il y a bien sûr le bilan, l'annonce de la maladie, l'annonce du handicap. Après, on peut donner des conseils sur tout ce qui est environnement au sens large, allant jusqu'à donner des adresses d'associations, mais il y a également toute la prise en charge, ce qu'on appelle médico-sociale, avec deux grandes administrations, l'assurance maladie et la MDPH. Alors voilà, ça c'est un hyper résumé du jargon de la MDPH. Alors vous avez une carte d'invalidité, la CMI invalidité et les CMI station debout, pénible. Et donc en fait au niveau médical, on doit remplir pour les ophtalmos le volet 2 qui est ici, et pour les ORL ce qu'on appelle le volet 1. Avec des mesures, des chiffres d'acuité visuelle et le champ visuel binoculaire pour la partie ophtalmo. Alors, il y a un nouveau test qui est sorti l'année dernière qu'on appelle le forfait surdicécité qui concerne les doubles déficiences, où là, en fait, on se retrouve avec d'autres valeurs de champ visuel. Je vous ai mis le texte réglementaire et ces valeurs de champ visuel ne correspondent pas à ce que l'on note dans le guide barème MDPH. Donc, ça veut dire que si on fait un forfait surdicécité, il faut noter d'autres valeurs de champ de vision. Et là, on est quasiment obligé de faire ce qu'on appelle du champ visuel Goldman, forfait surdicécité. Donc ça, c'est typique de l'administration, en fait, qui complexifie encore un peu plus la partie médicale pour les médecins qui doivent remplir ce type de dossier. Alors, en plus, dans ce texte réglementaire, il n'y a même pas la précision, est-ce que c'est un champ visuel en rayon ou en degré? On ne sait même pas, mais aucune précision. Pour l'assurance maladie, ce qu'on appelle les protocoles de soins, où là, en fait, le but étant de l'assurance maladie finance la maladie, tout ce qui concerne la maladie de loin ou de près. Là, je vous ai mis quelques données pour vous donner une idée quand même du nombre de personnes en France qui sont en longue maladie. Si on prend les personnes diabétiques, on n'est pas loin de 3 millions. Donc la bande passante doit être meilleure là. Donc on a 77 000 personnes en France qui sont en longue maladie pour maladies métaboliques, mais ça concerne des maladies très rares, ce qu'on appelle les maladies surcharge. Il y a finalement assez peu de maladies ophtalmo qui sont dans cette case. En fait, l'immense majorité des personnes qui ont des maladies rares en ophtalmo sont dans ce qu'on appelle l'affection hors liste, la LD 31. Et là, c'est un peu le fourre-tout. Alors, la LD 31, ça c'est pour expliquer aux patients et aux familles de patients. La LD 31, ce qu'on appelle leur liste, en fait, la définition, ce sont des maladies graves qui ne sont pas dans la liste, qui évoluent sur une durée prévisible, c'est-à-dire que si c'est une maladie qui dure que quelques semaines, on ne peut pas la mettre en 31. Donc, plus de 6 mois, la maladie doit durer plus de 6 mois, dont le traitement est particulièrement coûteux. Et là, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on appelle une maladie coûteuse. Alors, la maladie coûteuse, je vous mets un hyper résumé. C'est une maladie où il y a des hospitalisations, beaucoup d'examens complémentaires, beaucoup de prises de sang, des soins paramédicaux fréquents et réguliers. Voilà. Plus, il doit y avoir également un appareillage. Alors, le problème, c'est où trouver l'information. Donc, vous avez plein de sources d'informations sur les droits médico-sociaux. Alors, je vous ai fait une liste non exhaustive. Vous en avez plein, mais le problème, c'est que toutes ces structures, il n'y a aucune information personnalisée. C'est-à-dire que le patient ou les ayants droit, finalement, n'arrivent pas, ou même les professionnels, n'arrivent pas à savoir à peu près à quel degré de handicap ou est-ce que le patient a droit à une LD 31 ou pas. Alors, je vous montre quelques exemples. Vous avez le cahier Orphanet qui est très très bien fait, qui est mis à jour tous les ans, c'est 120 pages, qui est remarquable, mais qui n'est pas du tout spécialisé, par exemple, sur les rétinopathies pigmentaires.
Donc, vous avez des informations sur le site de l'HAS. Hein, vous avez en fait des protocoles de soins maladie par maladie. Mais d'abord, il n'y a pas toutes les maladies. Par exemple, l'amorose de Leber, l'amorose congénitale de Leber n'y est pas. Et puis, si vous regardez les protocoles de soins, c'est pareil, ils sont assez généralistes. C'est-à-dire, ça ne concerne pas un patient précis. Vous avez aussi des sites régionaux, hein, comme on en a en Pays de la Loire ou en Bretagne. Pareil, vous n'avez pas d'informations que vous puissiez utiliser pour vous-même. Alors, vous avez également sur Internet un simulateur de droit social qui est fait par une autre association, hein, l'AFA. Mais là, c'est pareil. En fait, ça suppose que les droits sociaux soient déjà connus. C'est-à-dire là, j'ai simulé 80%. Alors effectivement, si vous rentrez ça, hein, vous dites que vous avez une carte d'invalidité, et puis vous remplissez des questions, et ça va vous donner une idée. Vous dites que vous avez 30 ans, et ça va vous donner en fait à quoi vous avez droit. Donc vous avez les aides financières possibles, les aides humaines possibles, les aides à domicile, les droits au congé, puisque vous avez 30 ans, on suppose que vous travaillez, et les droits au transport. Le problème, c'est que il faut déjà avoir les droits sociaux reconnus. Et nous, notre projet de recherche, c'est avant. C'est-à-dire, en fait, donner les indications aux professionnels et aux patients, de savoir est-ce qu'ils peuvent demander une carte d'invalidité, oui ou non. En fait, c'est là notre projet. Donc, en fait, l'idée générale, c'est une personnalisation des droits médico-sociaux avec une application sur téléphone et un site web. Ça s'adresse à aussi bien les patients que les professionnels et les associations, bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on renseigne sur le type de maladie, le degré de déficience, des détails sur l'atteinte de la vision centrale, l'atteinte de la vision périphérique, et également des détails sur la surdité. Alors, quand c'est un projet de recherche, une base de données de ce type-là, il faut aller chercher ce qu'on appelle les règles. Après, bon, il y a tout un jargon informatique, une normalisation des données, écriture d'un référentiel. Voilà, et donc je vous montre la première grande règle qu'on va utiliser, c'est qu'en ophtalmologie, pour avoir 80% d'incapacité, c'est-à-dire la carte d'invalidité, eh bien, il faut 1/10 sur chaque œil, ne pas dépasser 1/10. Hein, je vous ai mis colonne et ligne. Voilà, ça c'est une règle, mais il y en a énormément d'autres. Celle-là, c'est la plus connue, hein, celle que tout le monde doit connaître. Pour les affections longue durée, pour l'assurance maladie, savoir si vous avez droit à, par exemple, la prise en charge des transports, là c'est beaucoup plus flou. En fait, le texte réglementaire, c'est il faut que la qualité de vie soit dégradée. Alors, qu'est-ce qu'une qualité de vie dégradée? Je vais vous en reparler après. Et puis, on retombe sur le traitement particulièrement coûteux. Alors, les médecins conseillent, ils ont des circulaires ministériels pour les aider. Donc là, je vous ai mis celle qui va concerner la qualité de vie. Alors, ça fait une 50aine de pages. Hein, et avec ça, le médecin conseil doit être capable de dire si vous avez une rétinite pigmentaire, est-ce que vous avez votre qualité de vie dégradée ou pas. Et dans toutes les 50 pages, on ne trouve pas grand-chose sur la vision, mais par exemple, il y a l'intolérance à la lumière artificielle. Hein, donc ça altère la qualité de vie. Il y a une deuxième circulaire qui existe sur le coût du traitement. Hein, parce qu'en fait, les rétinopathies pigmentaires, une fois que le diagnostic est fait, eh bien, le suivi, il est par exemple une consultation tous les une année, 2 années, 3 années. Eh bien, l'assurance maladie considère que vous ne coûtez pas assez cher, donc va vous refuser l'ALD 31 et bien sûr, vous refusez les frais la prise en charge des frais de transport. Donc, pour que une maladie rare coûte, eh bien, il faut des traitements médicamenteux réguliers, des hospitalisations, plein de prises de sang et d'examens complémentaires et de la rééducation. Voilà. Et en fait, tout le problème de l'ALD, hein, d'être reconnu à 100%, hein, ce que beaucoup de patients ne comprennent pas que la Sécu refuse, c'est l'interprétation par les médecins conseils de la maladie coûteuse. Ce qui fait qu'on a des aberrations. On a, par exemple, un certain nombre de syndromes de Usher avec la double déficience surdité rétinite pigmentaire, où l'assurance maladie refuse le 100%.
Hein, on en a beaucoup même. Hein. Donc ça, c'est lié en fait à l'application de cette circulaire. Alors, dans un projet de recherche, eh ben, en fait, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on cherche les règles. On a présenté ce projet à la Fondation Maladies Rares et on a donc été retenu, on a été lauréat hein, de ce projet. Donc, on a eu un petit budget de recherche et c'est géré, donc le budget de recherche, en fait, est géré par le CHU de Rennes. Voilà, ça c'est le projet tel qu'il a été accepté. Hein. Donc une aide aux droits médico-sociaux personnalisés, à la fois pour la vision et pour l'audition. Alors où est-ce qu'on en est du projet? Donc la signature de la convention, elle a mis une année. Hein, faut pas être pressé, c'est la recherche. Là, on en est en fait dans la recherche des règles de vision. Ça, c'est mon travail. Donc je fais tous les textes réglementaires. Fait pour la vision, on va faire pour la surdité avec le docteur Blanchet. Et puis, cet hiver, on va faire des cas cliniques de caricaturaux, c'est-à-dire des modèles de cas cliniques, par exemple, syndrome de Usher de tel degré, pour voir les droits sociaux qu'ont accordé la MDPH et l'assurance maladie et voir si ça colle avec nos algorithmes. Et ce que fait M. Surut, hein, qui est l'ingénieur-chercheur développeur, hein, c'est lui qui va faire la partie informatique. Alors c'est très informatique. Voilà, donc pour ceux qui connaissent l'informatique, ça va leur parler un petit peu, mais il faut choisir une architecture, il faut choisir un site internet sécurisé, un hébergement. Il y a aussi tout le problème de la sécurité, puisqu'on veut à terme que ce soit accessible à l'extérieur, hein, au grand public. Et puis, comme ça va être une application, par exemple, les droits à la diffusion, et donc qui aura les droits, par exemple, des choses très concrètes. Les deux dernières diapos, alors ça, c'est la partie technique. En fait, il y a une réglementation qui est assez stricte pour tout ce qui est hébergement, et nous, on a un problème très concret, c'est-à-dire si le patient met son nom, à ce moment-là, la réglementation est très très complexe. Par contre, si c'est juste une information où disons c'est anonyme, la réglementation est plus simple. Et je pense que dans un premier temps, on va faire un système entre guillemets anonyme. Et la dernière diapo, donc la réglementation quand même des droits sociaux, elle est quand même extrêmement complexe. Ça fait quand même presque 40 ans que je suis dedans. Il y a toujours des choses que je n'ai pas compris et que je ne connais pas. On va avoir besoin de vous l'année prochaine pour tester en vraie vie nos algorithmes et comparer avec ce que l'assurance maladie et la Sécu vous a octroyé. Mais à terme, en fait, on a deux problèmes très précis. C'est le problème de la double déficience, vision centrale et vision périphérique. La MDPH ne reconnaît que l'un ou que l'autre, c'est-à-dire en fait, elle va prendre que les chiffres d'acuité ou que l'atteinte du champ visuel, mais elle refuse de prendre les deux atteintes. Et on a surtout le problème, donc, dans les rétinopathies pigmentaires, des cécités nocturnes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui sont aveugles la nuit, mais assez bien voyantes le jour, donc elles pourraient avoir droit à la carte d'invalidité, surtout la carte de stationnement la nuit, mais elles n'y auraient pas droit le jour. Et là, il faut une modification des textes réglementaires avec un passage devant les députés. Je vous remercie. Voilà, si vous avez des questions. Merci. On va voir s'il y a des questions dans la salle. Peut-être que... Ah oui, attendez. Là, je l'entends. Oui, là, mais... bonjour. C'est juste bonjour. une information comme quoi il y a une association qui s'appelle l'ERHR et qui épaule les gens à maladies rares. Oui, mais il y en a... Oui, je connais. Mais oui. il y en a d'autres. Mais le problème, c'est que cette association... Enfin, il y en a. Hein. Il y a Prior, par exemple, dans l'Ouest. Alors, en fait, ça va donner des informations non personnalisées. C'est-à-dire que si vous donnez... Enfin, comme il n'y a pas d'accès, finalement, au dossier médical de la personne qui demande les renseignements, en fait, les renseignements que vous donnez, ils sont assez généralistes. C'est-à-dire, vous avez peut-être droit à la carte d'invalidité, mais il n'y a que la MDPH qui va pouvoir vous le dire. Alors, ça dépend. On veut être en amont. On veut être en amont, c'est-à-dire être vraiment très précis.
vous avez tel degré de déficience, vous avez droit, entre guillemets, à demander, par exemple, la carte d'invalidité. Alors, je pense que ça dépend des départements, parce que nous, Oui. en l'occurrence, pour ma femme, ils vont appuyer sur le cas médical, hein, au niveau de la MDPH. Oui. Voilà. Mais en fait, c'est quelque chose de nouveau qui est sorti il y a 2-3 ans, mais qui n'est pas déployé partout et qui concerne finalement en nombre de personnes, très très peu de personnes, qui ont pu bénéficier de ce type de structure.